Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous matinal. J'espère que vous allez bien. Voici tout de suite le programme du jour. Accès à tout pour tous, le projet de l'ADAPI, rendre la ville de Montbéliard accessible aux personnes handicapées mentales, à pied ou en bus. Grâce à un nouveau plan, elles pourront mieux se situer dans la cité sans se tromper. Dénicher un transporteur en quelques clics grâce à une plateforme de comparateur de prix. Objectif de l'entreprise trouveruntransport.com. Accessible aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. L'idée émane de deux jeunes Dijonnais. C'est notre rubrique Jeunes Talents. Cuites ou crues, en salade ou en confiture, les plantes sauvages se mangent sans modération, mais attention tout de même à certaines variétés car elles peuvent être dangereuses. Explication en fin d'émission. Et nous ferons comme tous les jours un point sur l'actualité dans nos régions. En attendant, Bourgogne-Franche-Comté matin, c'est parti! C'est parti pour toujours plus d'informations utiles et pratiques. Avant de développer les titres, voici les informations pratiques du jour avec notamment la météo. En Franche-Comté, le temps est sec et lumineux cet après-midi. Le soleil brille largement sur la région. À la mi-journée, il y aura tout de même un risque d'orage, mais sur les hauteurs et en montagne, vous le voyez donc sur les cartes météo, du beau soleil en perspective. Et puis côté température, eh bien, elles sont comprises entre 20 et 27 degrés, 21 à Pontarlier, 23 à Champagnole, 24 à Belfort, 25 pour Lure, Besançon ou encore Lons-le-Saunier et le meilleur sera pour Dole avec 27 degrés. En Bourgogne, le soleil est également bien présent. Quelques nuages parsèment le ciel, mais rien de bien méchant. En Saône-et-Loire, il pourrait pleuvoir dans le courant de l'après-midi. À noter également le vent avec des pointes pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Les températures, elles remontent. Il fera 24 degrés à Sens et Auxerre, 25 à Châtillon-sur-Seine, Clamecy et Nevers, ainsi qu'Autun, et 27 degrés. Le meilleur de la journée, ce sera pour Dijon et Mâcon. Précision sur toutes les tendances des prochains jours, juste après cette matinale avec un bulletin météo complet. Aujourd'hui, le direct du jour a posé ses valises en Saône-et-Loire au salon Euroforest. L'ensemble des professionnels de la filière forêt-bois se retrouvent sur place, ainsi que Franck Ménestré. Bonjour Franck. Eh bien oui, bonjour Muriel, pas de menace d'averse pour l'instant. Nous sommes sous le grand soleil ici à Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-Loire, effectivement, pour la 6e édition du salon Euroforest, salon bois en pleine nature. Imaginez, il a lieu tous les 4 ans, c'est le 3e salon forestier mondial. Il accueille ici 405 marques et des démonstrations sur 150 hectares. Voilà en gros pour les chiffres, encore un petit 35 000 visiteurs attendus. C'est vous dire si ce salon passionne les foules. On en reparle plus en détail dans quelques instants avec nos invités. Très bien, merci Franck, dans une dizaine de minutes à peu près. Et sur les routes, les chantiers sont nombreux avant les grandes transhumances de l'été. Les frontaliers notamment vont devoir faire preuve de patience. Il y a des travaux sur la Nationale 57 entre les Hôpitaux Neufs et Jougne. Dans le Doubs, aujourd'hui, la circulation est alternée. Elle l'est aussi un peu plus loin, à Vuillecin, pour permettre la pose de potences pour radar. En Saône-et-Loire, le chantier de réfection de la couche de roulement se poursuit sur la départementale 673. La circulation est alternée à la hauteur de la commune de Sermès aujourd'hui et demain. Ce chantier peut provoquer des ralentissements car cet axe relie Châlons à Dole. Et vous pouvez également vous rendre sur notre site internet pour avoir l'état du trafic en temps réel. 12 millions de personnes seraient touchées par le handicap en France et en matière d'accessibilité des transports et des lieux publics. Du chemin reste à parcourir pour faciliter le quotidien de ces personnes. Des associations se mobilisent à l'image de l'ADAPI. Fanny Cornu est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, même si des adaptations doivent être faites, le milieu urbain reste aussi un parcours du combattant pour des personnes porteuses de handicap. Je vous propose de regarder ce reportage. Une de nos équipes a décidé de marcher aux côtés d'un non-voyant bisontin, une façon concrète de comprendre un peu mieux les difficultés de son quotidien. Là, c'est moi. Moi, le jour où je me suis senti comme seul au monde, abandonné, dans une ville de 110 000 habitants.
Si la vie, c'était cette rue sur laquelle je marche, alors on pourrait dire que moi et lui, on la parcourt de la même façon, un pas devant l'autre, mais qu'on n'est pas sur le même trottoir. David Robin est aveugle de naissance à cause d'un glaucome, ce qui est à la fois terriblement banal et pas commun. Et aujourd'hui, pour parler du handicap, on a décidé de marcher côte à côte. Donc là, David, on est à l'angle de la rue Chopard et puis de la rue de Belfort. Et vous connaissez l'endroit par cœur, mais c'est quand même tous les jours forcément un peu galère, quoi. C'est un peu dangereux, c'est un carrefour qu'il faut connaître et que je pratique tous les jours, en effet. Depuis quelques semaines, la ville a équipé certaines rues de feux parlants que David déclenche avec une télécommande. Un vrai plus pour lui, mais c'est pas du luxe. Vous allez vite parce que vous savez que ça dure pas longtemps. Puis c'est mon allure de marche, je dirais. C'est votre allure de marche. Mais là, je vais me calmer parce qu'ici, c'est très dangereux et qu'il y a des... Voilà, on va voir ce qui se passe. Hein. Après tout, il y a le vent qui... Là, j'hésite aussi parce que... Il y a des gros boîtiers électriques. Il y a des boîtiers électriques, il y a des poteaux à droite. Il y a des poteaux, c'est ça ? Il y en a partout. Il y a des voitures à droite maintenant qui sont normalement garées. Voilà, ben voilà. Désolé. C'est bien, c'est bien. Le plus difficile pour moi, c'est l'encombrement des trottoirs quand même. La multiplicité du mobilier urbain et des encombrements temporaires comme voitures, poubelles et autres, et panneaux publicitaires. Et puis, pas oublier que c'est un espace de partage, donc il y a aussi d'autres piétons qui marchent à des allures différentes. On a marché 400 mètres avec David. Je le voyais frôler le mobilier urbain, faisant résonner sa canne pour mieux appréhender l'espace. J'entendais le bruit de la rue en me disant que moi, au moins, je pouvais visualiser le danger. Ça m'a juste semblé surhumain. Vous devez finir les journées vidées. Je les finis toutes. Voilà, je les finis toutes avec plus ou moins de fatigue. Quand je parle, là, je pense à ceux qui regardent et en me disant, eux aussi, finissent leur journée fatiguée pour des tas de raisons. Donc j'essaye de rester aussi à hauteur humaine en me disant que ma fatigue en vaut une autre et celle des téléspectateurs valent la mienne. Cela dit, voilà, moi, ce qui me fatigue, c'est me déplacer dans la rue. Vu que maintenant, David et moi, on se trouvait sur le même trottoir, je lui ai proposé que tous les deux, on fasse un truc normal, qu'on aille à la poste côte à côte. Enfin, normal pour lui, beaucoup moins pour moi. En fait, donc le principe de la canne, c'est juste... Balayer, s'assurer que devant soi, l'espace est libre. Voilà. Pardon. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est là sur le trottoir, c'est moi. Ah, c'est vous, excusez-moi. Oui, c'est bien, continuez. Et je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas, bien sûr, mais je suis en train de mouliner les bras dans le vide. Oui, sûrement, en train de chercher des repères, des appuis. Il y a Jean-Stéphane, le caméraman, qui se dit, mais à la poste, elle va être fermée d'ici à ce qu'ils y arrivent. Je le sens taquin. Je le sens taquin. Moi, je ne sais même pas où il est, le caméraman, de toute façon. Face à vous. C'est vrai, face à moi, comment vous le savez? Je l'ai entendu rire, d'un rire complice. Alors comme ça, on sourit forcément. Mais la réalité, c'est ça. C'est que je suis dans le noir et que je suis complètement perdu. Allez-y tranquillement, il y a des barrières. Voilà, là on fait... Ah oui, tiens, je sens une barrière, là. On fait, ou un plot, je sais pas quoi, on fait l'expérience de l'encombrement du mobilier urbain. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, je sens les voitures, ça me stresse, parce que je sens les voitures qui nous tournent autour. Là, c'est très désagréable cette sensation, c'est sympa. Et là, j'ose pas y aller en fait. Et bien là, pourtant, devant vous, c'est peut-être là qu'il y a le moins de danger. Vous pensez? Oh, ouais, je pense. Je vais quand même prendre une précaution, mais ouais. Je sais pas si je suis sur la route, à moi non plus. Mais on nous le dira. Tiens. Et puis David m'a pris par le bras. Super vite. Là, non. si, vous allez très très vite. Pour me rassurer, moi, l'handicapé. Non. Et là, on avance. Alors, on a contourné des voitures. Et là, on arrive vers une... Rencontré des bancs. On a passé 10 minutes à chercher l'entrée de la poste avant qu'une dame nous l'indique. Comment est-ce que vous pouvez juste me dire où vous êtes et à quel endroit se trouve la poste? Juste derrière vous. D'accord. Par là-bas, c'est ça? Et puis on l'a trouvé. J'en pouvais plus, je voulais ôter mon masque, je voulais voir à nouveau. Je ne l'ai pas dit à David, qui lui doit faire avec parce qu'il le faut bien, c'est la vie aussi injuste qu'elle soit. Et je crois que je m'en souviendrai. On l'a vu, donc l'accessibilité des lieux publics n'est pas simple et pas adaptée non plus aux différents handicaps. Vous êtes de l'ADAPI, vous avez imaginé un plan pour les personnes handicapées mentales à Montbéliard. Pourquoi avoir mis ce plan en place? Est-ce que c'était une véritable demande? Oui, parce que donc il faut savoir les difficultés pour les personnes handicapées mentales, c'est se repérer dans l'espace et dans le temps, et aussi pour certains apprendre à lire et à écrire. Du coup, un plan comme il existe classiquement, c'est très très compliqué pour se repérer dessus. Donc du coup, pour aider les personnes qui vivaient sur Montbéliard, on a décidé de travailler pour rendre les transports plus accessibles. Et c'est passé notamment par
un nouveau plan qu'on a élaboré. Et ce plan, concrètement, c'est un peu comme un plan parisien avec des images en plus. Voilà. En fait, le plan qui existait avant était un plan très compliqué avec les rivières, les forêts, plein d'informations qui, pour nous, on arrive à les identifier tout de suite et ça va être des repères pour nous pour se repérer dans la ville. Mais pour les personnes, le trait bleu de la rivière, ça peut être assimilé à une ligne de bus, par exemple. Donc, c'était plein d'informations un peu parasites qui ne les aidaient pas à se repérer et plutôt qui les embrouillaient. Du coup, on a décidé... Alors, on a fait un groupe de travail avec des personnes handicapées mentales pour avoir leurs besoins, leurs ressentis sur ce plan et vraiment construire les choses ensemble. Et donc, on s'est aperçu que le plan type métro, avec juste les lignes, aidait déjà beaucoup à repérer les différentes lignes de bus avec les couleurs. Et puis ensuite, on a ajouté les photos pour mettre des repères dans la ville. Oui, et puis ce plan, vous l'avez aussi imaginé en complément d'un dispositif qui va être mis en place. Voilà, parce que quand on est au bord du trottoir, quand on ne sait pas lire et compter, monter dans le bon bus alors qu'il y a juste le numéro et la direction de marquée sur le dessus du bus, c'est très compliqué. Donc on a suivi des personnes qui se débrouillaient, hein, c'était un peu système D, et elles allaient faire par déduction. Alors voilà, quand c'était des lettres, elles disaient non, là c'est des lettres, moi c'est un chiffre, donc je monte pas dans celui-là. Donc ça met quand même beaucoup de difficultés. Certains se repéraient aussi avec la tête du chauffeur. Alors, on sait que c'est pas un repère fiable, le chauffeur peut changer. Et concrètement, il va y avoir des couleurs qui vont être mises sur le bus. Ce plan-là sert aussi bien aux personnes handicapées mentales, mais est-ce qu'il peut servir aussi à d'autres types de handicap ? Bien sûr, il peut servir à d'autres types de handicap, mais surtout à d'autres populations. Ça peut servir aux personnes illettrées, ça peut servir aux touristes qui viennent, qui connaissent pas très bien la ville. Ça peut servir aux personnes qui maîtrisent pas très bien la langue française, les personnes étrangères. Donc aux enfants aussi, aux personnes âgées qui perdent aussi un peu parfois leurs repères. Donc c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit pour l'accessibilité. Au départ, on fait quelque chose pour les personnes handicapées, pour leur faciliter l'accessibilité et leur vie. Mais au final, ça sert après à tout le monde. Et ce dispositif sera opérationnel quand ? Alors, les plans sont déjà distribués. Après, le système de couleurs et de symboles aussi qu'on veut mettre sur les bus pour comprendre le sens de la ligne, ça va être mis petit à petit au fur et à mesure de l'achat de nouveaux matériels par l'agglomération de Montbéliard. Très bien. Bien écoutez, merci pour toutes ces explications. Et si vous voulez connaître également tous les liens utiles, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour également trouver ce plan beaucoup plus rapidement. Merci à vous. Nous retrouvons maintenant notre direct du jour en Saône-et-Loire à l'occasion de l'Euroforest, Franck. Et oui, retour ici à Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-Loire, effectivement, 6e édition du salon Euroforest avec à mes côtés Jacques Ducerf, président de ce salon Euroforest. 6e édition du genre, 35 000 visiteurs attendus. Comment il a été créé et pourquoi ce salon au départ ? Ce salon a été créé en 1995 à la demande des constructeurs de matériel forestier qui organisaient déjà une foire forestière dans le sud-ouest de la France, Forexpo, et qui a décidé de multiplier ses possibilités de trouver des nouveaux clients avec une implantation sur l'est de la France. Et en 6 éditions, il faut le signaler, on est devenu la 3e foire forestière du monde. C'est quand même un exploit qui nous a bien sûr surpris, mais dont on est très satisfait évidemment. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ça n'est pas simplement un rendez-vous des professionnels. Vous essayez de toucher, et vous touchez le grand public. Justement, qu'est-ce qui fait que le grand public répond présent à un événement comme celui-là ? Alors, effectivement, l'objectif majeur, c'était de créer un salon professionnel pour permettre aux professionnels de la forêt, des constructions de matériel forestier, de faire des affaires, de faire du business. Mais depuis le début, on a souhaité, au niveau des organisateurs, attirer le grand public sur la forêt, parce que pour nous c'était très important de montrer au grand public ce qu'était le travail aux forêts. Vous savez, souvent les gens ont l'image d'un bûcheron, barbe bleue, grande barbe avec une hache. Bon, aujourd'hui la forêt c'est plus du tout ça, c'est du matériel extrêmement sophistiqué. Un cockpit d'abatteuse, ça correspond à un cockpit d'avion, c'est aussi compliqué. Donc on voulait montrer au grand public que le travail en forêt c'était quelque chose d'abord d'économique, avec un souci permanent de la préservation de l'environnement, avec des matériels très sophistiqués. Montrer au grand public et aussi montrer éventuellement aux jeunes pour qu'ils rejoignent la filière. Effectivement, mieux faire connaître au grand public et puis aussi montrer à des jeunes recrues qui peuvent s'intéresser sur des métiers très technologiques
à cet environnement-là, à ce milieu-là. Justement, la filière, elle se porte comment ? La filière, elle a connu, comme beaucoup de métiers, une période un petit peu difficile, avec des difficultés par rapport à la construction. Aujourd'hui, on perçoit vraiment qu'il y a un changement d'évolution et qu'on est dans un retournement de situation. Il y a un vrai développement de la construction bois. Et donc, pour répondre à ce développement de la filière, il va falloir mobiliser davantage de matières. Et la matière, c'est important parce qu'on emploie déjà aujourd'hui 450 000 personnes dans la filière bois, plus que dans l'industrie automobile, ce qui est quand même important, dont 260 000 personnes en milieu industriel. Donc c'est un environnement qui est très important. Et donc il va falloir continuer à travailler mieux la forêt, abattre plus de bois et montrer qu'il y a des possibilités au travers de notre filière. Alors justement, en un mot, des démonstrations, des moments forts, il va y en avoir. On va pouvoir voir vraiment des choses concrètes sur ce salon. C'est une des originalités d'une foire comme Euroforest, qui est une foire en extérieur, de pouvoir démontrer les entreprises et les engins en vrai travail, en vraie nature. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Justement, ça va commencer dans quelques instants. On vous en reparle évidemment dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Merci Franck, à tout à l'heure. Donc, beaucoup de monde à l'Euroforest et beaucoup de circulation aussi sur la RN 1019. On a appris hier que cette nationale pourrait être privatisée. Le blog politique franc-comtois explique que la société d'autoroute APRR pourrait prendre en charge son aménagement contre une prolongation de la concession à l'autoroute A36. Le plan est actuellement à l'étude à Bruxelles. Les travaux de l'échangeur de Sévenant dans le territoire de Belfort et la mise à 2 fois 2 voies de la nationale jusqu'à Héricourt pourraient ainsi revenir à APRR. Politique également sur le site bourguignon qui présente la visite de Manuel Valls demain chez Areva au Creusot. Le Premier ministre sera accompagné d'Arnaud Montebourg. En toile de fond, le projet de loi sur la transition énergétique. Ce déplacement sera aussi l'occasion d'inaugurer une nouvelle presse de 9000 tonnes, plus moderne et plus puissante que l'ancienne presse d'Areva. L'information continue également avec les titres des journaux qui seront développés dans l'édition de la mi-journée. Bonjour Aline et Eric. Bonjour. On commence par ces mouvements sociaux qui touchent la région, Aline. Oui, bonjour Muriel, bonjour à tous. Appel à la grève aujourd'hui à l'ADAPI de Besançon. Après la fusion en 2013 des 7 structures du Doubs, de nouveaux accords d'entreprise doivent être signés d'ici le 30 juin. Et dans cette affaire, les salariés bisontins ont le sentiment d'être floués. Ils perdraient 9 des 18 jours de repos supplémentaires dont ils bénéficiaient jusque-là. Un collectif a vu le jour et c'est lui qui appelle à la grève ce jeudi. Autre grève qui en est à son 9e jour, la grève des trains reconduite une nouvelle fois. Un TGV sur 2 en Franche-Comté, côté TER aujourd'hui. En train ou en bus, 70% des liaisons sont assurées entre Dijon et Besançon, la moitié entre Besançon et Belfort et 40% entre Besançon et Lyon. Et si vous avez tenté de prendre le train cette semaine ou si vous êtes allé en gare chercher quelqu'un, vous les avez certainement remarqués, les gilets rouges. Dans toutes les gares, ils sont là à l'écoute pour aiguiller, conseiller, rassurer les voyageurs. Des agents qui quittent leur poste 2-3 heures par jour pour endosser le fameux gilet. Les gilets rouges sont des volontaires. Il y en a 10 000 en France et qui font leur travail et qui mobilisent chaque jour une période de 2 à 3 heures. Ils s'inscrivent sur un planning pour avoir une présence dans tous les horaires de pointe et les horaires cruciaux. Et l'affaire Big Malion trouve aussi un écho en Franche-Comté. Ah oui, elle passe carrément par Besançon. Selon le site d'information Mediapart, en 2012, 44 meetings ont permis de dissimuler 17 millions d'euros et parmi eux, celui de Nicolas Sarkozy à Besançon qui avait rassemblé 6500 personnes. C'était le 30 mars 2012 à Micropolis, coût déclaré 73 000 euros, prix de la prestation facturé 252 000 euros, ce qui fait quand même une différence conséquente. À l'UMP du Doubs, on rappelle que ce genre de meeting est directement organisé par les instances parisiennes et on se dit dépassé par les événements. Jour J pour Olivier Echouafny, le nouvel entraîneur du FCSM est officiellement présenté aujourd'hui. 42 ans, ex-joueur de haut niveau, entraîneur d'Amiens. Olivier Echouafny signe pour 2 ans avec Sochaux, qui, faut-il le rappeler, descend en Ligue 2 la saison prochaine. Un nouveau coach plutôt méconnu des supporters.
C'est un entraîneur que je connais pas trop, mais bon, on pourra vite déterminer s'il est compétent ou pas. Il peut être bien, il faut voir, hein, c'est à l'usage. Hein. Après, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit, que son discours passe bien. Monsieur l'entraîneur Olivier, je compte sur vous pour conduire et mener tambour battant l'équipe de Sochaux en Ligue 1. Eh bien, on verra bien s'il a été entendu. Voilà Muriel, retour de l'info en Franche-Comté à midi pile avec Florence Sicolella. Merci Aline Wilinski. Et en Bourgogne, Marisol Touraine présente aujourd'hui les orientations de la future loi santé. Ça, c'est au niveau national, mais certaines mesures étaient très attendues également en Bourgogne, Eric. Oui, c'est surtout le cas de la généralisation du tiers payant que devrait confirmer la ministre de la Santé. D'ici à 2017, les patients n'auront plus à avancer d'argent lors d'une consultation médicale, ce qui se fait déjà en pharmacie. En Bourgogne, cette décision est donc accueillie très favorablement par les acteurs de la santé. Écoutez. C'est une décision qui va permettre certainement à éviter à certaines personnes de manquer de soins pour faute de finances. Et malheureusement, c'est des problématiques que l'on rencontre relativement fréquemment. Il y a quasiment 20% des Français pour qui avancer 23 € est une vraie pénalité, une vraie difficulté, et qui, pour certains et pour beaucoup, renoncent aux soins à cause de cette avance de frais. La 9e journée de grève à la SNCF, le trafic s'améliore lentement dans la région. Un TGV sur 2, un Intercité sur 3 et entre 30 et 100% des TER selon les destinations. Par exemple, un train sur 2 entre Dijon et Lyon et 2 sur 3 entre La Roche et Paris. Et les acteurs de l'agriculture bio s'inquiètent en Bourgogne. Oui, c'est désormais le conseil régional qui gère les aides financières européennes. Et au lieu des 30 millions attendus dans les 6 prochaines années pour favoriser l'installation en bio, la région ne voudrait consacrer que 27 millions d'euros. Une différence qui s'explique par la divergence de vues sur les objectifs que se fixent les uns et les autres. C'est le doublement des surfaces d'ici 2017-2018. Et nous, on ne le prévoit même pas d'ici 2020 sur la Bourgogne. Si on avait constaté qu'effectivement on était sur une tendance de doublement des surfaces, on aurait repris ces hypothèses. Aujourd'hui, on n'est pas sur cette trajectoire-là, et donc on part sur une hypothèse d'accroissement de 3000 hectares. Soyons capables déjà de convertir tous les ans 3000 hectares supplémentaires en agriculture biologique, et ensuite, ce qui sera déjà un beau résultat, et ensuite on verra si on peut faire mieux. Et les négociations reprendront en septembre. C'est tout nouveau, tout beau, c'est inédit. Une zone cani-ludique vient d'ouvrir à Saint-Apollinaire en banlieue de Dijon. C'est une sorte de square qui propose à la fois un espace dédié à l'agility loisir et un autre à l'éducation. De quoi contenter les 30 000 toutous de l'agglomération et leurs maîtres. Les gens peuvent faire de l'agility, ce qu'il y a là derrière nous, donc apprendre à jouer avec leur chien, s'amuser, que le chien devienne un petit peu autre chose qu'un tracteur qui tire son maître dans la rue. Voyez. Le chien s'amuse. Une fois qu'on lui a appris, c'est tellement un grand moment entre le maître et le chien que les deux s'amusent forcément. Ce parc permet aussi de faire jouer les chiens entre eux, et faire jouer les chiens entre eux, c'est important pour le chien. Ça lui apprend à communiquer avec ses congénères. On parle bien de chiens et pas d'enfants, Muriel. La municipalité a investi 20 000 € dans cet espace. Allez, on termine dans la bonne humeur avec Villeneuve-sur-Yonne qui a désormais son Happy, comme de nombreuses villes dans le monde. Un clip vient d'être réalisé par le service jeunesse de la commune sur le fameux air de Pharrell Williams. Il a déjà été vu 4000 fois sur Internet. Un clip qui a le mérite d'associer toutes les générations, chacun étant happy de montrer le plus beau visage de sa ville. Allez, c'est à vous, Muriel. Vous pouvez danser. Pas tout de suite, tout à l'heure. Merci Eric. Allez, sans plus tarder et sans transition, voici tout de suite les offres d'emploi du jour. À Tournu, un poste de technicien de laboratoire d'analyse médicale est à pourvoir. Les débutants sont acceptés. Il est demandé d'être titulaire d'un bac+2 en analyse médicale. Dans le cadre d'un emploi d'avenir, on recherche un chargé d'accueil et d'animation en Côte d'Or. Orientation, information des adhérents et du public. Tâches administratives sont quelques-unes de ces missions. En Haute-Saône, une société d'ambulance recrute un chauffeur de taxi. La personne doit impérativement être titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi ou du diplôme d'auxiliaire d'ambulancier. C'est un CDI. Et pour finir, à Saint-Hippolyte, un hôtel-restaurant recherche un ou une serveuse ainsi qu'un cuisinier pour des CDD de 4 mois. Tous les niveaux sont acceptés pour ces emplois saisonniers. Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur notre site internet rubrique emploi.
Qu'elles soient cuites ou crues, en salade ou en confiture, les plantes sauvages se mangent et se dégustent sans modération. Dans le Jura et le Doubs, une association réunit une vingtaine de professionnels, producteurs, cueilleurs, artisans. Rejoignons tout de suite sa présidente Sylvie Bonnefoy en direct et en duplex de Lons-le-Saunier. Bonjour, alors je vous propose déjà de découvrir ce témoignage de Nathalie. Elle cueille certaines plantes et organise des stages, mais il ne s'agit pas de prendre les plantes n'importe comment. Témoignage. Je cueille les plantes sauvages depuis 20-30 ans, je ne sais plus exactement. J'habitais dans une maison forestière au départ, donc c'est vrai que habiter dans la forêt, s'y promener, ça incite aussi à cueillir, à regarder, à sentir, parce que avec une plante, on a aussi une relation, on la cueille, mais on la sent, on froisse, il y a quelque chose qui se passe effectivement, qui est important, je pense, qui part du fondement de soi, quoi. La cueillette, c'est peut-être le métier le plus vieux du monde. Et évidemment, les hommes se sont nourris avec les plantes, mais se sont soignés. Ça fait aussi partie, ils ont aussi décoré leur maison, tout ça. On peut se nourrir, oui, tous les jours avec des plantes. Elles ont beaucoup de vitamines, beaucoup de force, donc il ne faut pas non plus trop en manger parce qu'on risque de ne pas dormir, par exemple, la nuit. Il m'est déjà arrivé de manger un peu d'ortie fraîche le soir et la nuit, on n'arrive pas à dormir, hein, il y a de la vitamine C. On va faire une petite cueillette, alors toute douce, hein, on va faire quelques arrêts. Le trèfle, pareil, vous pouvez manger les feuilles comme ça en salade. Oui. Et les fleurs, surtout les rouges, on peut en faire moi j'en fais une terrine. J'utilise le sureau, c'est vraiment une plante que j'adore. D'ailleurs, le sureau s'appelle l'arbre à fée. Hein, c'est vrai que la floraison, il y a plein d'odeurs, c'est une explosion de saveurs dans la bouche. On peut faire plein de petites choses sucrées qui sont hyper agréables, des tartes, des beignets, des gelées. C'est vraiment une plante qui pour moi est extraordinaire. Il y a des plantes qui sont vraiment mortelles, quoi. Il y a quelqu'un qui a confondu l'autre fois l'ail des ours avec le saut de Salomon, parce que le saut de Salomon, quand il est jeune, je veux dire, les feuilles, elles sortent comme ça. Il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques. Certaines qui sont pas toxiques au départ mais qui le deviennent. Il y en a d'autres, il faut les sécher d'une certaine manière pour qu'elles ne deviennent pas toxiques. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de connaissances qu'il faut d'abord avoir avant de se lancer dans la cueillette et dans la grande cuisine évidemment. Il vaut mieux effectivement d'abord participer à une journée cueillette et cuisine. Hein. Déjà la cueillette pour vraiment voir les plantes, reconnaître les plantes, et ensuite à la cuisine pour voir comment les couper, est-ce qu'il faut les laver, comment les cuire aussi. Hein. Et c'est vrai que les plantes, c'est un domaine tellement vaste, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à expérimenter, toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à cueillir. C'est immense, ça ne s'arrête jamais. Prime vert et violette. En dessous, je ne sais pas. Allez-y, le photographe. La nature foisonne donc de plantes sauvages comestibles. Sylvie Bonnefoy, peut-on en trouver facilement à côté de chez soi ? Oui, autour de toutes les maisons, dans n'importe quel jardin, il y a des plantes qu'on peut consommer. Souvent, les plantes qu'on appelle mauvaises herbes, on pourrait les regarder d'une façon différente et il y en a pas mal qui peuvent rentrer dans la composition de la salade. Et comment savoir qu'une plante est comestible ?
alors là, je pense que c'est indispensable de passer par une formation, un stage, même plusieurs, et c'est quelque chose qui s'acquiert d'année en année. C'est vraiment une transmission de savoir. C'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi trouver dans les livres. C'est pas forcément très très facile de se repérer dans les livres. Il y a beaucoup d'informations, il peut y avoir beaucoup d'informations contraires. Ce qu'on a l'habitude de dire dans le milieu, c'est qu'il faut toujours avoir rencontré une information plusieurs fois pour pouvoir considérer qu'elle est juste. Organisez-vous des stages pour le grand public afin qu'il puisse se familiariser avec ces plantes sauvages ? Alors, dans le cadre de l'association L'Herberie Jurassienne, il y a certains producteurs, de nos producteurs, qui organisent des formations. Il y a d'autres associations qui sont parallèles à notre structure collective, qui organisent aussi des stages. On pourrait citer la Petite Casserole dans la montagne à Foncine-le-Haut. On peut aussi parler de la Champagne, Christine Delcé, aux Hôpitaux Vieux, au Tour des Plantes à Illet. Voilà, c'est toute une somme d'informations que qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Herberie Jurassienne très facilement. Avez-vous une demande véritable du grand public ? Oui. Ça, c'est évident. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet. Ça me paraît tout à fait cohérent avec un développement de société qui cherche à se rapprocher de la nature et c'est vraiment en temps, voilà. Mais on sent vraiment une grosse demande du public pour revenir à ces valeurs. Donc selon vous, ce n'est absolument pas un effet de mode, c'est une activité qui peut être durable. Alors, si c'est un effet de mode, j'espère qu'il sera durable, effectivement, parce que je pense que il est temps que l'homme prenne conscience qu'il est intégré dans la nature, qu'il fait partie intégrante, et que si on n'y fait pas attention, on est sur un siège éjectable et on pourra avoir quelques surprises de la nature. Donc les plantes se cueillent, se transforment, il y a donc un véritable marché pour vous ? Effectivement, ça fait vivre un certain nombre de gens. C'est toutes des petites entreprises qui vivent modestement, mais qui ont une qualité de vie qui est indéniable au milieu de la nature, à l'extérieur, avec une certaine liberté d'action et au contact des plantes en permanence. Et ça, c'est du luxe quelque part aujourd'hui dans notre société. Et lorsque l'on cueille ces plantes, peut-on en prendre de façon illimitée ou y a-t-il des restrictions un peu comme les champignons ? Oui, ça c'est évident. Si on aborde les plantes pour la première fois, qu'on décide d'en manger, il faut y aller progressivement parce que notre corps n'est plus adapté à cette consommation de verdure, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer progressivement à son alimentation habituelle. Après, les gens qui sont habitués, que ça fait plusieurs années qu'ils consomment de la plante, peuvent en consommer de façon importante. Écoutez, faut choisir les bonnes, ça c'est sûr. Très bien, écoutez, merci pour tous ces précieux conseils. Bonne fin de saison et je vous dis d'ores et déjà à bientôt. Nous restons toujours dans le domaine de la nature avec le salon Euroforest. Après les plantes, il est question de bois à Franck. Eh bien oui, retour ici à Saint-Bonnet-de-Joux pour le salon Euroforest. Je suis avec Nicolas Jobin de l'Union de coopération forestière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la filière bois-énergie. C'est une branche importante justement de l'activité de la filière. Oui, tout à fait. C'est une branche qui se développe énormément ces dernières années. Alors nous, donc à l'UCFF, on rassemble les 20 coopératives de France qui rassemblent elles-mêmes 112 000 propriétaires forestiers. Et on travaille également donc, au sein du groupe coopération forestière, le GCF, sur le bois énergie et précisément la production de plaquettes forestières. Alors justement, la plaquette forestière, c'est des débouchés du bois. On va expliquer comment ça fonctionne. C'est pas du bois de beaux arbres, c'est justement ça permet en plus à entretenir les forêts. Tout à fait. Voilà, nous on déclenche en fait des chantiers, on raisonne par chantier et en déclenchant ces chantiers, on produit de la plaquette forestière à travers des ouvertures de cloisonnement, des éclaircies
on fait des actes sylvicoles et on ramasse en fait des bois qui n'étaient pas valorisés jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de contradiction entre les marchés. On produit des bois qui n'étaient pas valorisés encore jusqu'à présent. C'est un marché qui explose, qui évolue. Oui, ça évolue énormément. Là, on est en 2013, on a produit plus de 400 000 tonnes de plaquettes forestières. Donc ça fait environ 30% du marché national. Donc c'est vrai que là-dessus, ça décolle et on va reprendre 100 000 tonnes l'année prochaine. Voilà. Ça évolue, les chaufferies se créent, on alimente les chaufferies industrielles. Donc il y a beaucoup de demandes et ce qui est important, c'est vraiment de garder cette notion de production locale. Donc nous, on répond à des gros appels d'offres, mais on produit également localement pour alimenter les chaufferies locales. Alors comment vous fonctionnez justement avec les propriétaires forestiers? C'est-à-dire ces plaquettes, elles sont produites à partir de la sylviculture ou justement de bois extraits de forêts privées par exemple? Alors nous, on rassemble les propriétaires privés déjà en fait. Donc c'est vraiment la forêt privée, on représente une bonne partie et on produit de la plaquette à partir justement d'actions sylvicoles. C'est notre raisonnement, ça s'appelle le bois plus, donc au sein de GCF on appelait ça comme ça parce que c'est vraiment valoriser du bois en plus. C'est pas du bois qu'on prend, qu'on prenait par exemple pour le papier ou des grumes de bois d'œuvre. C'est vraiment du bois spécifique pour la plaquette forestière et c'est ce bois-là qu'on valorise. Pour vous, un salon comme le salon Euroforest, il vous apporte quoi? Vous venez y faire quoi? Historiquement, déjà, on est là depuis la création de la foire. Donc là, on y est là tous les 4 ans et vraiment, c'est en plus d'un lieu de rencontre et d'un lieu d'échange, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les propriétaires forestiers, de leur expliquer notre démarche coopérative et de leur expliquer l'intérêt de se regrouper pour devenir gestionnaire producteur. Et puis c'est aussi l'occasion de discuter avec nos partenaires et puis de rencontrer les machines. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Jobin pour ces renseignements. Évidemment, on revient sur le salon Euroforest dans le grand direct dans le journal des médias tout à l'heure. À tout à l'heure Franck. Un jeudi sur 2, la matinale laisse place aux jeunes talents de nos régions. Aujourd'hui, focus sur 2 Bourguignons. Ils ont créé leur entreprise. Un site internet dédié au transport, trouve-ton-transport.com, est une plateforme de covoiturage de transport. Explication avec l'un de ses cofondateurs, Jérémy Tuzat. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, expliquez-nous concrètement en quoi consiste exactement ce site internet. Eh bien, cette plateforme permet à toute personne qui a un besoin en transport, que ce soit des marchandises, du déménagement, de pouvoir poser sa demande et d'être, entre guillemets, contacté par les transporteurs qui peuvent leur proposer un prix. À qui s'adresse-t-il, ce site? Alors, il s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. Typiquement, pour un particulier, ce sera un déménagement ou un bien qui est acheté sur un site de petites annonces. Et pour un professionnel, ce sera surtout pour du transport de palettes, de marchandises commerciales, ce genre de choses. Pour obtenir un transporteur, quelle est concrètement la feuille de route? Que faut-il faire? Eh bien, tout internaute peut aller sur le site trouve-ton-transport.com. Il dépose sa demande, il choisit son départ, son arrivée, ses dates, la catégorie de ses biens, si c'est un déménagement, ce genre de choses. L'annonce est postée sur le site, les transporteurs y ont accès et ils peuvent ensuite discuter avec la personne pour définir des modalités du transport et ensuite proposer leur devis. Et enfin, les internautes peuvent réserver la prestation de transport directement sur Internet. Quelle différence y a-t-il entre ce site Internet et puis tous les autres sites de comparateurs de prix? Eh bien, on a apporté aujourd'hui des innovations technologiques qui permettent à tous les transporteurs de pouvoir renseigner leur trajet sur le site et récupérer toutes les annonces si c'est leur trajet principal afin de proposer du groupage. Et si c'est leur retour, afin d'éviter de revenir à vide. Le groupage permet de proposer des tarifs très attractifs. Et le retour à vide, le trajet est déjà payé par le trajet principal. Donc ça permet d'avoir les meilleurs prix. Et c'est bon pour le développement durable. Comment faites-vous jouer la concurrence ? Alors, on fait jouer la concurrence. On recrute des transporteurs de petite et de grande taille qui, en fait, ils sont tous anonymes sur le site, travaillent par pseudo et des évaluations. Ce qui permet à un petit transporteur d'être placé au même endroit qu'un gros, sans forcément qu'il soit noyé dans la masse de tous les autres transporteurs, pour leur apporter une réelle visibilité sur Internet. Vous êtes jeune, vous êtes engagé dans le secteur du transport, qui est quand même un secteur assez difficile. Comment êtes-vous pris au sérieux ? Eh bien, c'est vrai qu'on est pris au sérieux parce que mon associé et moi, on a déjà un bon bagage tant dans le web que dans le transport. Et en plus de ça, notre site, c'est un projet qui tient la route, qui a été reconnu par des entrepreneurs français lors d'une finale de concours d'entreprise.
Et à ce moment-là, quand on arrive déjà avec ce bagage-là, les transporteurs nous prennent au sérieux. Oui. Voilà, tout à fait. Les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Exactement. Comment vous assurez-vous de la fiabilité des transporteurs? Alors, à chaque inscription d'un transporteur, il y a un audit interne qui est réalisé, quelques minutes pour tout de suite voir si l'entreprise existe, parce qu'il n'y a que des transporteurs professionnels sur notre site, donc réputés fiables. Et ensuite, on leur demande leur licence de transporteur et leur cabis, pour être certain. Vous êtes les deux seuls à travailler sur ce site internet? Oui, tout à fait. Êtes-vous satisfait des retombées, puisque vous avez mis en place ce site internet en avril dernier? C'est ça. Oui, on est satisfait. Il y a eu un bon démarrage. Aujourd'hui, on a une 50aine de transporteurs inscrits, ce qui est vraiment bien. Et on reçoit à peu près une demande de transport par jour qui sont traitées. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on est dans la ligne de ce qu'on avait prévu. Et au niveau, par exemple, vos objectifs, j'allais dire, à terme. Nos objectifs, c'est de accroître notre développement à l'international, parce que c'est vraiment important pour toute personne de trouver une solution pour un transport international, et aussi apporter d'autres innovations technologiques qu'on a en stock afin de faciliter les échanges entre les transporteurs et les internautes. Bien, écoutez, merci pour toutes ces explications et la transition est toute trouvée puisque vous allez travailler à l'international et également avec les États-Unis, je suppose. Oui, tout à fait. Eh bien, les États-Unis, il en est question dans le feuilleton de la semaine. Depuis lundi, les Franc-Comtois passionnés d'Amérique nous laissent découvrir leur univers. Et qui dit culture américaine dit sport et foot. Rien à voir avec la Coupe du Monde en ce moment au Brésil, vous l'aurez compris. Mais le football américain a de véritables fans à Besançon. En voici un exemple. J'ai toujours voulu être américain au fond de moi, ça c'est sûr. J'ai jamais eu l'opportunité encore d'aller en Amérique parce que ça demande quand même des fonds. Mais je fais souvent des rêves encore où c'est que je suis américain, ça, il n'y a pas de problème. Les grosses tech, les grosses voitures, tout ça, moi ça me botte bien. Je suis bien avec ma petite Renault, mais bon. Besançon, quartier des Cras. On est à 3800 miles, soit 6100 km de New York City. Ça c'est à vol d'oiseau. Culturellement, on est à 2-3 années-lumière, sauf pour lui. Benjamin Zobrist a 29 ans et les yeux tournés de l'autre côté du globe. C'est beau comme sport quand même. Hein. Un peu bourrin, certes. Mais... Ce jour-là, c'était férié. Du coup, Benjamin n'a pas été obligé de s'habiller pour son travail de comptable. Pour l'image, on lui a demandé de nous mettre un match de NFL, le championnat de foot US. Il ne s'est pas fait prier, surtout que pour une fois, c'était pas au milieu de la nuit. Il y a 4 matchs à 22h jusqu'à environ 1h du matin. Puis après, il y a la grosse affiche en fait qui est à 2h du matin. Parce que chez eux, c'est dimanche soir, 20h. Et voilà, tout le monde est fou devant sa télé. Et donc généralement, c'est hard quand il y a son équipe qui joue à 2h du matin. Après, les lundis sont souvent difficiles avec des petits yeux. Benjamin n'a jamais pu aller aux States. Papa de 2 jolis jumeaux depuis 1 an et demi, il sait que cela va être compliqué dans les années qui viennent de traverser l'Atlantique, alors il se paye ses petits plaisirs à lui. Ça c'est équipe de baseball en fait, donc les Tampa Bay Rays, mais le derrière est floqué en fait Zobrist comme mon nom de famille, mais ce que vous devez savoir c'est que c'est un vrai joueur et il s'appelle Ben Zobrist. C'est vrai, sauf que lui il est milliardaire. Ouais, bon, ça, c'est autre chose, hein. Après, voilà, il est marié à une belle femme, tout ça, mais... Benjamin, juste, si tu peux dire à ta copine qu'elle est belle aussi, sinon tu mais je le sais. Non, mais faut le dire à la après, télé. Après, j'ai dit ça, mais ma copine est très belle aussi. Des gars comme Benjamin, ils sont quelques-uns à Besançon, pas forcément tous branchés en courant continu sur les States, mais ils partagent beaucoup de codes du foot US. Vous connaissiez Bison Futé ? On vous présente les bisons casqués, aussi efficaces que le premier nommé pour éviter les bouchons. Le club fêtera ses 30 ans en 2016. Il fut dans l'élite du foot américain dans les années 90. Les bisons sont actuellement en 3e division, entraînés par Bastien Beaumont. Le coach en a vu passer des joueurs.
Ils arrivent avec des images, mais dès les premiers entraînements, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Alors ceux qui pensaient justement être moi je suis fort, je suis costaud, je suis rapide, etc. Pendant les entraînements, s'aperçoivent effectivement vite s'ils ont le niveau ou pas. Bien plus malin qu'il n'y paraît, le foot américain, avec ses centaines de combinaisons annoncées par le quarterback. Malin et ultra solidaire, car s'il n'y en a qu'un qui a la balle, les 10 autour font en sorte qu'il puisse la garder le plus longtemps possible. Solidarité aussi entre les clubs pour un sport toujours confidentiel avec seulement 20 000 licenciés. Du coup, les gros bras se serrent les coudes. C'est ça que j'aime dans ces sports, quoi. C'est que quand c'est le jeu. Tout le monde se bastonne sur le terrain et après, une fois que c'est fini, tout le monde est pote. Bien joué, voilà. Ce soir-là, les Bisons saluaient la mémoire d'un ancien coéquipier décédé tragiquement en pleine jeunesse. Un hommage bien dans l'esprit de corps quasi militaire de ce sport. Les Bisons de Besançon, c'est pas les Giants de New York, c'est clair, mais ça envoie quand même. Tiens, en parlant d'envoyer, demain on lâche les chevaux. Oh yeah! Et votre magazine demain, Pourquoi chercher plus loin, est diffusé à 8h50, juste avant la matinale, où il vous emmène en balade à travers une montagne recouverte par une forêt. Autrefois, elle était la capitale de l'un des peuples les plus puissants du monde celtique, Bibracte, une ville gauloise dans le Morvan. Extrait. Le mont Beuvray dans le Morvan est une montagne aujourd'hui presque entièrement recouverte par une forêt de hêtres et de résineux. Comment imaginer qu'au temps des Gaulois, au 1er siècle avant notre ère, les Éduins, un des peuples les plus puissants du monde celtique, y avaient établi leur capitale, Bibracte. Protégé par un mur d'enceinte, l'oppidum, traduction latine de ville fortifiée, abritait à son apogée une population estimée entre 5 000 et 10 000 habitants. Les Gaulois n'ont pas laissé de traces écrites. Nous remonterons donc le temps avec la guerre des Gaules de Jules César qui a inscrit Bibracte dans l'histoire. Les fouilles du 19e siècle révèlent ensuite les premières fondations de l'oppidum. Aujourd'hui, Bibracte est devenu un des lieux incontournables de la recherche archéologique. À découvrir donc demain à 8h50 et nous nous retrouvons même heure, même endroit. Merci de nous avoir suivis. Très bel après-midi à vous et surtout, n'oubliez pas, profitez bien de la vie.